Soyez bienvenus, toute l'équipe d'International est heureuse de vous accueillir, c'est-à-dire TV5 Monde, RFI et le quotidien Le Monde qui participent à cette émission. Le thème aujourd'hui, la négociation inédite qui va commencer demain, nom de code, le Brexit. En d'autres termes, l'objectif pour la première fois, organiser le départ d'un État membre de l'Union européenne, ça ne s'est donc jamais produit. Une négociation qui intervient en Grande-Bretagne sur fond de crise politique puisque la Première ministre Theresa May a connu un échec lors de ces élections qui devaient renforcer son pouvoir face à Bruxelles. On sait ce qu'il en a été. Elle a aujourd'hui un gouvernement minoritaire. Alors quelle sera donc l'attitude de Londres et l'attitude des 27? Bien sûr, nous allons en parler. Notre invité aujourd'hui, Jeremy Stubbs, merci d'être avec nous. Vous êtes ici à plusieurs titres. Vous êtes enseignant, vous avez beaucoup écrit sur les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, mais vous êtes également le président des conservateurs britanniques en France. Nous allons parler de ce Brexit. Je voudrais que l'on commence avec mes collègues Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du Monde avec un autre événement qui s'est produit il y a quelques jours et qui peut-être redessine les relations à l'intérieur du Royaume-Uni. Il s'agit de l'incendie qui a frappé donc un immeuble, qui a frappé très durement la population qui y résidait, faisant au moins 58 morts et disparus. C'est la question qui taraude les Londoniens. Les habitants de ces logements sociaux étaient-ils suffisamment protégés? À entendre les témoignages, la catastrophe était depuis longtemps redoutée. On a inlassablement répété aux bailleurs que les ascenseurs ne fonctionnaient pas, qu'il y avait tel et tel souci. Et ils se contentaient d'envoyer quelques personnes pour réparer. Pourquoi ils n'ont pas pris plus de mesures de prévention? Pourquoi? L'immeuble construit il y a 43 ans dans l'ouest de la capitale abritait des familles multiculturelles d'origine modeste. Une opération de rénovation s'était achevée l'année dernière. Mais selon ce survivant, des matériaux à bas coût auraient été utilisés. Si vous aviez vu les flammes qui se propageaient sur du plastique, je pensais que c'était du métal et qu'ils avaient fait du bon boulot. Mais le revêtement extérieur, c'était du plastique. Déjà, dans un blog, un collectif d'habitants avait pointé du doigt le manque de protection en cas d'incendie. En novembre 2016, ils affirmaient ceci. Seul un incident avec des morts dans la résidence pourrait mettre au jour l'incompétence du propriétaire. Jeremy Stubbs, ce drame, qu'on n'ose pas appeler fait divers, met des Londoniens dans la rue sur le thème. Il n'y a pas, au fond, d'égalité sociale, de justice, et les différents gouvernements conservateurs n'ont pas pris la mesure du danger qu'il y avait, et une partie de la population n'accède pas à cette sécurité et à ce bien-être. C'est peut-être plus inquiétant que le Brexit dont nous allons parler, ça. Il y a quelque chose de tellement tragique dans cette histoire que on a du mal à en parler, ce qui est un peu le fond du problème. Parce que venant après 3 attentats terroristes, ça alimente un climat un peu de désespoir dans le pays, je dirais. Plus tard, on pourra démontrer les liens de cause à effet pour dire qui était responsable de quoi exactement. Mais pour le moment, il y a quand même une sorte de réaction populaire qui est diffuse, assez vague. Mais qui est très critique. Et notamment le fait que la Première ministre, Theresa May, n'a pas rencontré sur place la population, à la différence de la reine d'Angleterre. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, Theresa May, elle a, depuis le début de la campagne électorale, un problème d'image. Je suis sûr qu'elle ressent ces choses... Seulement d'image ? Oui, je suis sûr qu'elle ressent ces choses à l'intérieur d'elle-même, mais en politique, il est important de les extérioriser et d'aller vers le public. Et pour le moment, elle n'arrive pas à le faire. Et ça peut être très grave pour l'avenir. Jeremy Stubbs, au-delà de cet aspect communication, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième catastrophe dans la catastrophe qui est celle des secours, de l'urgence, de l'incapacité finalement de mettre en place une cellule de coordination, d'aider les gens dans les premiers temps après l'incendie? Je pense que personne n'a anticipé l'ampleur de cette catastrophe. C'est grave ça pour un gouvernement. Disons que c'est le genre d'événement qui arrive si rarement et avec une telle ampleur que tout le monde est débordé. Et c'est ça ce qui est grave en ce moment. Ça va avoir des retombées sans doute pour longtemps. Christophe Ayat, Le Monde. Monsieur Stubbs, politiquement,
c'est quand même problématique pour les conservateurs. La mairie locale, qui était celle de Kensington, a refusé à plusieurs reprises des demandes des résidents. On a l'impression que ce gouvernement de Madame May voulait moins de réglementation, moins de réglementation, et que ça a conduit, entre autres, à ce genre de catastrophe. Est-ce que ce discours-là rencontre aujourd'hui l'opinion ? Probablement, ou du moins une partie de l'opinion. Mais ce sont des questions qui sont d'habitude dévolues maintenant aux autorités locales au Royaume-Uni. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière générale, le gouvernement va être obligé désormais de penser beaucoup plus et plus ouvertement à des questions sociales. Et c'est ça ce qui est ironique, parce que Mme May, quand elle a été désignée Première ministre, elle s'est présentée comme, en quelque sorte, l'anti-Margaret Thatcher, comme celle qui s'inquiétait pour le sort des démunis, pour les zones un peu laissées en friche par la mondialisation. Et il est vrai qu'elle n'a pas réussi à extérioriser et à persuader les gens qu'elle avait une vraie politique à cet égard. Maintenant, est-ce que c'est trop tard ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement peut tomber sur cette affaire, comme étant au fond l'indicateur d'une société britannique inégalitaire? Pas uniquement sur cette affaire, mais ce qui est important, c'est que cette affaire intervient exactement au moment où le gouvernement est en train de négocier une alliance pour que le gouvernement puisse continuer. Ou pour le dire plus techniquement, l'exécutif est en place. Mais le législatif ne l'est pas et ne peut pas l'être avant le discours de la reine qui va intervenir mercredi prochain. D'ici mercredi, il faut qu'il y ait une idée générale de qui fait quoi, qui est allié avec qui, et pour qu'on puisse traiter des questions des projets de loi, etc., etc. Donc la conjonction de toutes ces choses est, il faut le dire, extraordinaire et très inquiétante. Monsieur Stubbs, vous présentez cette catastrophe comme quelque chose d'absolument exceptionnel, mais est-ce qu'au fond, effectivement, l'incendie en lui-même d'une tour faisant autant de victimes est un fait exceptionnel, mais la façon dont cette tour a été conçue et fabriquée, et surtout la recherche du moindre coût, est-ce que ça, dans le pays actuellement, c'est aussi exceptionnel que ça? Ou est-ce que ça va inciter le gouvernement à se poser des questions sur la façon dont on a fait les calculs? D'un côté, la causalité n'est pas encore démontrée. Et puis, on doit poser la question, il y a combien de tours pareilles à travers l'Europe, à travers le monde? Où il y a 60 morts, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Comment? Où il y a 60 victimes, je connais peu de précédents. Oui, bien sûr, mais combien pourrait-il y en avoir? C'est ce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est un argument politique de dire ça aurait pu arriver ailleurs, etc. Non, non, c'est juste que la causalité, et puis c'est une leçon. C'est une leçon pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement... C'est quelle leçon? Il faut investir dans les dépenses sociales davantage? Il faut tout de suite vérifier l'état des tours et des bars, même en France, je dirais. Oui, et est-ce que la leçon, c'est pas aussi, il faut des normes, il faut des réglementations, et ça existe aussi au niveau européen? Ça existe, mais peut-être que ces normes ne sont pas suffisamment solides. Une grande question. Christophe Hayat. Jeremy Stubbs, Madame May... Déjà, pendant la campagne électorale, elle a eu affaire à des critiques, notamment sur le fait qu'elle avait réduit les effectifs policiers qui ont été nécessaires, qui se sont révélés nécessaires pendant les attentats. Est-ce qu'elle joue de malchance? Sans doute en partie. La réduction des effectifs des policiers, c'est une autre question, parce que ce qu'elle a pu et su préserver depuis 2010, depuis bien sûr les effets de la crise financière, c'est le budget pour le contre-terrorisme. Et c'est ça qui a joué sans doute dans ces questions. Le lien, encore une fois, de causalité entre le nombre des policiers et les attentats, ça c'est une autre question. Le problème, c'est que dans les perceptions publiques, cette association se fait. Mais est-ce qu'il fallait qu'elle... Comment dire? Est-ce qu'il fallait appeler à des élections alors qu'elle avait une majorité assez confortable, qu'elle contrôlait tranquillement le Parti conservateur, et là, elle se retrouve obligée de négocier une majorité avec une chambre instable? Mais je comprends la logique d'appeler à des élections.
Et on suppose qu'elle a dû se sentir, par certains côtés, exposée, peut-être à des extrémistes des deux camps, Leave et Remain. Ce qui est moins compréhensible, c'est la manière de conduire cette campagne. C'est-à-dire la campagne a été très mauvaise. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé du Brexit. Trop solitaire, parce qu'elle n'a fait campagne sur des mauvais thèmes, parce que... Le thème, pour elle, c'était le Brexit. Et en fait, le Brexit n'était pas la priorité pour les gens. Et c'est en partie le signe du succès de Theresa May entre juillet et mars. Elle a réussi à réunifier le pays qui était profondément divisé autour de cette décision. Donc ce n'était pas vraiment au cœur des problématiques. Jamais stop. Ce que je vous propose, c'est de voir justement, nous venons de parler donc de ce tragique incendie, mais comment on a manifesté à Londres cette semaine contre ce gouvernement, notamment après cette campagne, une mobilisation visiblement de londoniens contre Theresa May. Au cri de « Ce n'est pas mon gouvernement », des centaines de Londoniens manifestent contre Theresa May, fragilisée par les résultats des élections législatives. Et ce slogan « Non au DUP », le Parti démocratique unioniste d'Irlande du Nord, avec lequel le Premier ministre est sur le point de conclure une alliance. Avec 318 sièges, le Parti conservateur de Theresa May a besoin des 10 voix du DUP pour avoir une majorité absolue au Parlement. Une alliance assumée par Theresa May. Nos deux partis ont construit une forte relation depuis de nombreuses années. J'ai confiance car je crois que nous serons capables de travailler ensemble dans l'intérêt de tout le Royaume-Uni. Mais une alliance qui fait polémique. Le DUP est un parti protestant ultra-conservateur, favorable à un Brexit dur, contre l'avortement et le mariage gay. Et la leader du DUP est sous le coup d'une enquête pour des soupçons de favoritisme et de corruption. Alors cet accord est loin de faire l'unanimité dans les rangs des conservateurs qui déjà, à l'image de Boris Johnson, se pressent en coulisses pour remplacer Theresa May. Alors posons la question telle qu'elle est formulée dans une image très marquante en Grande-Bretagne. Est-ce que Theresa May est dans le couloir de la mort, comme on dit politiquement, c'est-à-dire est-ce que c'est foutu pour elle dans les jours qui viennent ? Je préférerais utiliser un vocabulaire un peu plus choisi. C'est le vocabulaire qu'on emploie à Londres, hein, je ne me permettrai pas. Qui que ce soit, ce n'est pas le mien. Bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va avoir de la difficulté à se maintenir là où elle est. Ça, c'est évident. Et tout dépendra de sa propre capacité, je dirais, à changer de méthode, à changer d'attitude et d'approche sur presque tous les sujets. Aujourd'hui, elle est en danger pour vous. Mais, mettons que nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans le 10 Downing Street, ni dans sa tête. On va voir beaucoup de choses la semaine prochaine déjà. Il y a déjà eu pas mal de modifications depuis les élections, puisque finalement, les deux membres de son cabinet qui étaient un peu à l'origine du programme sont sortis. Est resté le ministre des Finances qui, lui, a une approche beaucoup plus souple. Elle ne veut pas choisir, Theresa May, elle a raison de ne pas choisir. De ne pas choisir. Entre Brexit, la méthode douce et la méthode dure. Ces deux conseillers ne faisaient pas partie du problème Brexit, mais ils faisaient partie du problème de la méthode. Parce que tout le monde le sait, je ne vous révèle rien, mais depuis longtemps, Theresa May, elle joue un jeu un peu cachotier, elle garde les choses pour elle, elle travaille avec une petite équipe, en petit comité. C'est une méthode qui a très bien marché pour la première phase du Brexit entre le référendum et le lancement de l'article 50. Ce n'est pas du tout une méthode qui peut marcher après. Et on a vu les limites très étroite de cette méthode pendant la campagne. Donc la disparition des conseillers, c'était inévitable. En même temps, je ne vous révèle rien non plus que l'autorité de Mme May au sein du parti est grandement réduite. Et qu'elle est là parce que le parti pense qu'il vaut mieux qu'elle y reste pour le moment. Mais par exemple, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, visiblement est en embuscade. Mais on le présente toujours en embuscade, et c'est sûrement vrai, mais tout le monde voit que, même sur un plan machiavélique,
ce n'est pas le moment maintenant de monter une campagne. Il faut que ce gouvernement puisse se constituer d'abord et tout simplement... Ma question, c'est oui, tout de même, est-ce que, justement, pour se constituer, ce gouvernement doit prendre dans les deux parties, des deux côtés, je veux dire, c'est sur la méthode du Brexit. Personne ne s'entend dans le parti, pour l'instant, sur cette méthode. Je pense que personne ne s'entend dans le pays. Donc, si vous regardez les travaillistes, c'est la même chose. Ceux qui représentent la gauche plutôt dure, comme M. Corbyn, incarnent une vision beaucoup plus dure du Brexit. Tandis que ceux qui sont plus modérés, surtout le parti parlementaire, ils sont plus modérés sur le Brexit. Donc, ce qui est curieux, c'est que les deux grands partis, sont également divisés sur cette question. Évidemment, désormais, il va falloir, à un moment ou à un autre, trouver un certain consensus à travers les partis, à travers tous les intéressés. Christophe Ayad. Monsieur Stubbs, parlons du DUP, ce parti nord-irlandais, protestant, unioniste. Est-ce qu'il faut une alliance en bonne et due forme ou officielle, ou est-ce que c'est trop dangereux de se lier avec un parti qui est aussi contesté et qui pourrait conduire à une déstabilisation de l'accord de paix en Irlande du Nord? Il faut évidemment des sauvegardes pour que ce problème ne se présente pas dans les faits. Et je crois que c'est pour ça que ces négociations prennent autant de temps. De toute façon, Mme May a fixé une limite mercredi pour le discours de la reine. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose, le début d'un accord d'ici là. Sinon, ça va être difficile. En même temps, les unionistes, là, les DUP... les Irlandais, en fait, ce petit groupe ils ont augmenté le nombre de leurs députés, mais ce groupe a l'habitude de voter avec le gouvernement conservateur, de toute façon. Oui. Donc, il s'agirait un peu de formaliser. On dit que ce qu'il y a dans l'accord, ce sont surtout... c'est curieux. D'abord... des fonds pour des travaux d'intérêt public. Alors, ça va servir tout le monde. Ensuite, ce parti est très, très, très concerné par la frontière, qu'elle veut soft ou molle. Et donc, tout le monde veut cela. Et puis, en fait, Brexit dur. Le parti, là, est pour que le Royaume-Uni reste dans l'union douanière. Donc, en fait, c'est un Brexit plus soft que celui prôné par Theresa May. C'est ça ce qui est intéressant. Et curieusement, si Theresa May est toujours la reine, on a deux faiseuses de reines. Il y a Arlene Foster en Irlande du Nord et puis Ruth Davidson en Écosse, qui ont toutes les deux réussi un peu ces élections et qui sont toutes les deux pour un Brexit un peu plus soft que Theresa May. Alors ça, c'est significatif. Mais comment ça peut se tramer à partir du moment où les gens du DUP ne veulent pas d'un statut particulier pour cette Irlande du Nord? Alors, s'il y a un Brexit plus souple, il va bien falloir faire quelque chose pour délimiter la frontière. Oui, il y aura quelque chose, mais personne ne veut que ce soit une frontière dure. Et par exemple, il y a déjà une telle frontière entre la Norvège et la Suède, parce que la Norvège n'est pas dans l'union douanière. Donc, oui, il y aura des détails techniques un peu à régler, mais tout le monde a la même volonté sur cette question. Jeremy Stubbs, donc président des conservateurs britanniques, invité aujourd'hui d'International. Nous avons parlé de la catastrophe à Londres, des 58 morts. Nous commençons à parler des négociations sur le Brexit. Nous vous retrouvons dans 2 minutes exactement, après une pause sur les antennes de TV5 et de RFI, notamment ce point d'actualité sur RFI. À tout de suite.
International, nous parlons aujourd'hui du Brexit, de la situation au Royaume-Uni. Nous recevons Jeremy Stubbs, qui est président des conservateurs britanniques en France. Nous allons parler des conditions maintenant de cette sortie, de ce Brexit. Quand même une question. On se souvient que la Grande-Bretagne, votre pays, a adhéré en 1973. Peu de temps après, il y a eu un référendum pour savoir si la Grande-Bretagne restait ou non. Est-ce que, au fond, dans son histoire, dans sa culture, dans son identité insulaire, la Grande-Bretagne a jamais vraiment adhérer à l'Union européenne? Je pense qu'on peut dire que oui, puisqu'on a vu 40 ans de travail très utile. Ce qui est vrai que... On se souvient d'I Want My Money Back, etc. Il y a toujours eu une distance. Ça a marché. Ça a marché. Ouais. Le problème, c'est que la vision de l'Europe a changé. Et c'est à ce moment-là que les Britanniques ont changé de cap aussi. Je pense aussi que ce qui s'est passé à partir de 2005 avec des référendums non respectés, ça a créé une certaine image de l'Europe pour beaucoup de citoyens. Technocratique, par exemple? Certainement technocratique, mais surtout, on ne respecte pas le résultat des référendums. On ne respecte pas les peuples. Et ça a été le grand problème. On a essayé de gérer ça au Royaume-Uni. David Cameron croyait sans doute refaire le référendum de 1975 exactement de la même manière. C'était un faux calcul total. On peut le dire maintenant. Il va rester dans l'histoire comme celui qui est sorti du Royaume-Uni. Ça lui vaut une impopularité. Il a disparu de la vie politique. Il a tout de suite disparu pour revenir, non pas en tant qu'homme politique, bien sûr, mais pour donner ses points de vue, ses conseils, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours là. De même que son très proche collaborateur, George Osborne, qui était chancelier de l'Échiquier, qui est maintenant à la tête d'un grand journal du soir et qui nous abreuve chaque jour de ses opinions, surtout. Est-ce qu'on peut imaginer que... Pardon, Sophie. Non, mais est-ce que ces derniers mois, vous ne pensez pas qu'il y a justement aussi un nouveau changement en Europe, moins d'euroscepticisme, on l'a vu avec le scrutin en France. Est-ce que ça, c'est pas encore en train de changer? Et du coup, est-ce que le Royaume-Uni n'aurait pas plutôt intérêt aussi à revoir sa copie par rapport à Bruxelles? Tout a changé, c'est vrai. Et pour le moment, je dirais que l'axe Paris-Berlin fonctionne, ou semble fonctionner, et on parlait de la panne du moteur franco-allemand, on en parlait depuis longtemps. Maintenant, Macron-Merkel, ça semble marcher, et on dirait pour le moment que les Européens, surtout sous le leadership franco-allemand, sont en position de force, sont unis, tandis qu'en fait, les Britanniques en ce moment sont un peu désunis, parce qu'on se pose beaucoup de questions tout de suite sur le Brexit, sur quel Brexit on va avoir, quel Brexit on peut avoir. Donc il y a beaucoup de choses qui sont incertaines. Oui, Jeremy Stubbs, on a l'impression que dans cette négociation qui démarre lundi, demain, les Britanniques n'ont pas arrêté de position, de négociation sur quel est le point d'arrivée, ni même sur par quoi on commence, puisque Barnier l'a dit encore, il a répété hier ou aujourd'hui, on commence par négocier la sortie et après on parlera des arrangements. Et on verra. Or, et tout ça en 2 ans. La stratégie de Theresa May a toujours été de dire non, on négocie les deux en même temps et si vous nous bloquez sur le statut futur, nous on bloquera sur la sortie. Mais aux dernières nouvelles, on était apparemment sur une sorte de compromis, c'est-à-dire qu'il faudrait avancer sur ces autres questions avant d'aborder la question de l'accord commercial, mais qu'on n'était plus obligé de terminer avec ces autres questions avant d'aborder cette autre question. Et à vrai dire, toutes ces choses sont liées les unes aux autres. On peut difficilement les séparer, même s'il faut essayer de le faire. Et très franchement, le gouvernement britannique sous Theresa May a défini un point d'arrivée qui est une sortie, mais vraiment complète. Donc pas d'union douanière. Exactement. Pour plusieurs raisons. Il est vrai qu'en ce moment, ceux qui sont pour un Brexit plus soft ont acquis soudain plus d'influence et de pouvoir qu'avant. Donc il se peut qu'il y ait un changement. D'autant
plus que je pense qu'à partir de demain, on va se trouver face justement à cette Union européenne qui est beaucoup plus forte qu'avant, beaucoup plus unie. Jérémy Stubbs, il y a un chiffre qui fait partie du dossier, ça pourrait coûter à la Grande-Bretagne jusqu'à 100 milliards d'euros. Est-ce que les Britanniques, lorsqu'ils ont voté, connaissaient ça? C'est pas présenté comme une facture de sortie, ni bien sûr comme une amende, mais ça pourrait être l'une des conséquences. Est-ce qu'ils le savaient et est-ce que ça peut bloquer ça? Bien sûr, ils ne le savaient pas. Donc on leur a mal expliqué les enjeux. Mettons plutôt qu'on présente ça dans les médias, justement, et vous avez pris soin d'éviter cet écueil, mais comme une facture, comme une sorte d'amende, tandis qu'en réalité, ce sont des choses que nous recevons et des programmes auxquels nous participons. Donc tout ça, c'est à négocier. Et il est vrai que, normalement, dans une négociation, on commence par demander beaucoup, pour finir avec quelque chose de plus raisonnable. En fait, on parle même, côté européen, à la fin, plutôt de 30 milliards, ce qui n'est pas rien, mais c'est plus raisonnable et échelonné sur des décennies probablement. Je ne sais pas si vous avez suivi ou lu le livre de Yanis Varoufakis, qui, Dieu sait, il n'est pas de ma famille politique, sur les négociations. Grec, oui. Exactement, sur les négociations avec Bruxelles, avec surtout les pays les plus puissants de l'Union européenne. C'est très révélateur et je pense que ça nous donne une idée déjà de la difficulté potentielle de ces négociations qui vont commencer demain. Le fait que ce soit le Français, Michel Barnier, ancien commissaire européen, qui soit en charge pour l'Union européenne de cette négociation, ça inquiète en Grande-Bretagne un Français commissaire européen? En général, non, parce que toutes les déclarations de M. Barnier ont été très, très, très modérées. Et vraiment à l'opposé de tout ce qui émane de M. Juncker. Alors, si M. Juncker jouait un rôle important dans ces négociations, ce serait, je pense, catastrophique du côté britannique. Mais c'est M. Barnier, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus rassurant. Ces négociations vont être très, très techniques. Il faut un technicien et un bosseur et quelqu'un qui maîtrise ces dossiers. M. Barnier est très rassurant à cet égard-là. Vous faites le portrait en creux de Juncker, effectivement. Si on évoque un aspect assez concret qui est l'entrée des citoyens de l'Union européenne, donc la question migratoire, qui risque d'être parmi les premiers dossiers abordés, la presse anglaise aujourd'hui fait valoir que en fait, les milieux d'affaires s'inquiètent énormément d'une éventuelle pénurie de main-d'œuvre à venir. Est-ce que ça va être pris en compte? Est-ce que ça va amener le gouvernement britannique à assouplir sa position là-dessus? C'est possible. C'est possible parce que, bon, il y a deux questions. La question qui arrive d'abord, c'est celle des droits des citoyens qui ont déjà émigré en quelque sorte. La circulation des personnes, ça fera partie sans doute de l'accord commercial aussi. Mais on parle bien sûr beaucoup de cette question de la main-d'œuvre. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'au moment où certains extrémistes au Royaume-Uni s'inquiètent du nombre de la population musulmane, en fait, si on ne peut plus recruter des infirmières, des ouvriers en Europe de l'Est, il faudra les recruter au Pakistan et dans l'ancien empire. Donc, pour les extrémistes, ironiquement, ça va être leur pire cauchemar, en quelque sorte. Donc, il est possible qu'on voit un peu plus de souplesse sur ces questions-là. Mais, Monsieur Stubbs, on vous sent quand même plus proche d'un Brexit soft que hard. Ou est-ce que je me trompe? Vous parlez d'extrémistes, vous dites... Je suis assez agnostique sur cette question. J'ai toujours pensé que nous aurons le Brexit qui est possible. Et je suis sûr que si tout le monde est de bonne volonté, on va pouvoir trouver cet accord. En ce moment, il faut le dire, il y a quand même un revirement un peu. Theresa May n'est plus en position de force dans le parti. Philip Hammond, le chancelier de l'Échiquier, le ministre des Finances, est plutôt... ce n'est pas un homme charismatique. Ce n'est pas un homme charismatique. Il travaille à travers ses compétences, en quelque sorte. Mais lui, il a plus d'influence maintenant
Elle allait le virer d'ailleurs, mais il est toujours là. Il a plus d'influence et lui, il est pour quelque chose de plus mesuré parce qu'à la fin, les gens commencent à penser à des questions économiques. Et à la fin, sans être indélicat, on pense au portefeuille. Mais alors, il y a une chose que je ne comprends pas. On dit... Le Brexit a été la conséquence de cette Europe avec trop de circulation, trop de liberté, trop d'élargissement. C'est exactement l'Europe que la Grande-Bretagne a voulu au début des années 2000. C'est-à-dire libre circulation, élargissement accéléré. Si autant de Polonais se retrouvent aujourd'hui en Royaume-Uni, ça a été c'est la conséquence de ce que le Royaume-Uni a voulu. Pourquoi d'un coup tout mettre sur le dos de l'Europe alors que la politique britannique en la matière n'a pas non plus été une grande réussite? Ou alors est-ce qu'il fallait mettre peut-être plus de limitations? Je pense que oui, ça semble incompréhensible et pourtant c'est assez facile à expliquer. C'était la politique de M. Blair dans cette première décennie du XXIe siècle qui croyait que tout était possible et qui ne savait pas que la crise financière se préparait. Donc il y avait une grande ouverture. On a partagé au Royaume-Uni, on a partagé notre croissance avec le reste de l'Europe, avec des ouvriers d'Europe de l'Est. Et puis, avec la crise financière, les gens sont devenus plus frileux. Et c'est un peu la loi des choses, en étant très ouvert, et au bout d'un certain temps, on en a marre, on est plus fermé. Donc, c'est une question de pendule. Oui, mais le paradoxe aussi, c'est que la Grande-Bretagne reste un pays où le chômage est quand même à des niveaux vraiment très bas par rapport au reste de l'Europe. Alors, comment expliquer cette volonté de fermeture? Comment est-ce que Theresa May a pu aussi faire campagne sur ce type de thème alors que son chômage est en dessous de 5%? Ah oui, c'est plus qu'un paradoxe, c'est même un échec de cette campagne, parce qu'elle n'a pas su mettre l'économie vraiment au cœur de la campagne. Et je ne peux pas être trop partisan puisqu'il n'y a pas de travaillistes ici, mais je pense que les propositions et les promesses de M. Corbyn étaient quand même assez fantaisistes. Et pourtant, les gens étaient d'humeur à rêver, soudain. Et c'est ce rêve qui a servi M. Corbyn. Mais la réalité, elle va être beaucoup plus difficile que ça. Theresa May était la première à être reçue par Donald Trump, le président américain. Il l'a reçue d'une façon très, très solennelle. Et il a prédit d'autres sorties, d'autres exits, d'autres sorties d'autres pays européens de cette union. Est-ce qu'en Grande-Bretagne, on le souhaite pour ne pas, au fond, être le seul à avoir quitté l'Union ? Je pense que de telles questions sont très, très, très loin des préoccupations des Britanniques, qui sont surtout inquiets pour leur propre sort. Ils veulent voir un Brexit, quelle que soit la nature, réussi. Mais ils ne se disent pas, tiens, si tel ou tel autre pays très critique d'Europe centrale orientale partait aussi, on ne serait pas seul à... On n'en parle pas et franchement, je ne vois pas comment ça pourrait nous aider. Donald Trump promet ou a promis un accord commercial très rapide pour remplacer l'accord, enfin la participation de la Grande-Bretagne au marché unique, voire un accord même pendant, bon, ce qui n'est pas possible légalement ou techniquement, mais un accord bilatéral commercial. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que ça fait partie de cette espèce de ces promesses en l'air de Donald Trump? C'est gentil. On ne peut pas compter là-dessus. Vous voulez dire, on ne peut pas compter là-dessus, ce serait totalement irresponsable parce que, et nous le savons, un leader politique peut, comment dire en anglais, peut dire des choses, peut émettre des bruits positifs, make positive noises, et puis au moment de choisir, il aura d'autres priorités et il fera autre chose. Donc on ne peut pas baser notre avenir économique sur une telle promesse. Et même si la relation avec les États-Unis reste extrêmement importante pour la Grande-Bretagne, je ne vois pas comment un accord avec les États-Unis peut, du jour au lendemain, remplacer ce qui pourrait être perdu, mais qui n'est pas encore perdu avec l'Europe. Et vous faites confiance à Donald Trump comme allié? Parce que la relation américano-britannique est vraiment le pilier occidental. C'est le pilier du monde occidental et de l'OTAN. Et on a l'impression que les États-Unis ne sont plus un allié sur lequel on peut compter à l'OTAN dans beaucoup de domaines. Sur le climat, sur d'autres dossiers. Il nous a envoyé un message très clair
et à beaucoup d'égards très salutaire, qui est que vous devez vous tenir debout vous-même maintenant, sans compter sur nous. Du point de vue de la défense notamment, oui. Exactement. Et je pense que, franchement, il a raison. Il a raison. Nous ne pouvons plus compter sur quelqu'un d'autre. Il faut qu'on prenne en main notre propre défense et notre propre position dans le monde. À cet égard-là, et je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs qui sont d'accord, la coopération militaire, de défense, de sécurité avec l'Union européenne, et notamment, surtout avec la France, va rester au cœur de nos préoccupations. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors vous allez compter sur qui en Grande-Bretagne? Plus sur l'Europe, pas sur les États-Unis. Sur le Commonwealth? Pardon? Est-ce que le Commonwealth? Oui, c'est ça, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que... et là, l'ancien Empire britannique. Je pense que tout le monde, au fond, est d'accord, c'est que le commerce avec l'Union européenne est et va rester très important. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le réduire du jour au lendemain. Même avec les États-Unis, même avec le Commonwealth, il faut être réaliste. En même temps, je dirais que... quand même, ça devrait encourager les Européens aussi à revoir un peu leur façon de poursuivre une intégration tellement poussée. On peut se demander si c'est vraiment bon pour l'Europe dans les 10 ans à venir. Plus tard, peut-être. Plus tard, peut-être. Pour revenir à Donald Trump, quand vous voyez, donc, qui est quand même climato-sceptique, votre parti, comment est-ce qu'il se situe sur cette question-là, sachant que les Tories, les conservateurs britanniques, sont prêts à s'allier donc, avec ces députés du DUP qui sont complètement climato-sceptiques? Comment est-ce que certains le sont parmi les unionistes. La position du gouvernement et du Parti conservateur est assez claire là-dessus, et on ne va pas se laisser influencer ni par des alliés unionistes, ni par M. Trump à cet égard-là. Et d'après ce que j'ai compris, Mme May a dit ça, j'allais dire d'homme à homme, mais de femme à homme à Donald Trump. Elle n'a pas pris position publiquement comme beaucoup d'autres leaders européens. C'est ça la différence. On peut se demander, on a beaucoup parlé de méthode aujourd'hui, on peut se demander si isoler Donald Trump et le faire toujours le guignol de quelqu'un, si c'est la meilleure méthode pour le gérer. Je ne le crois pas au fond. Je ne le crois pas. Vous vivez en France depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. Élection aujourd'hui en France, élection législative où visiblement Emmanuel Macron va réussir son pari à avoir une chambre très importante. Je ne peux pas au moment où votent les Français en dire naturellement davantage, sauf la participation qui est en baisse de 2 points par rapport à la semaine dernière. Est-ce qu'aujourd'hui il n'apparaît pas comme l'homme fort en Europe, sachant, et vous l'avez dit vous-même, que le Royaume-Uni est extrêmement désuni, que le gouvernement est chancelant et que cette unité reste à trouver? Eh bien, c'est très simple. Tout peut changer très vite en politique. Nous l'avons vu. Et il y a une instabilité au Royaume-Uni en ce moment. Mais d'ici 3 mois, peut-être que tout aura changé. Je le souhaite. Et puis, si M. Macron a reçu Mme May l'autre jour, un peu triomphant, mais toujours courtois, à la différence de Trump, il y va serrer la main. Voilà, il a de la prestance, il faut le dire, M. Macron. Il a au moins ça. Mais il aurait dû apprendre une leçon qui est que la roue tourne et on peut avoir une cote de popularité énorme à un moment. Et du jour au lendemain, on est tout en bas. Et ça, c'est une leçon à méditer. Bah écoutez, s'il nous écoute, il entendra cet éclairage. Pour vous, en tant que conservateur britannique modéré, il est de droite ou il est de gauche, Macron ? Je pense qu'il habite une sorte d'espace de la physique quantique où il est les deux, et ni l'un ni l'autre. On verra bien quand l'observateur prendra la mesure de ce qu'il fait. Donc, oui, mais on va le voir dans les quelques semaines à venir, dès que ces législatives sont terminées. Est-ce qu'il vous fait penser à Tony Blair ? C'est-à-dire, il se dit de gauche et il fait une politique de droite, comme ça il occupe tout le terrain ? Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, mais il a un côté Tony Blair. Et espérons qu'il ne finira pas comme Tony Blair, qui est quand même, il faut le dire, que son capital politique, son héritage est 0 aujourd'hui, si je peux me permettre, au Royaume-Uni. La manière dont il a fini avec cette guerre en Irak, oui. Ça l'a discrédité.
Et économiquement, vous le considérez comment, Emmanuel Macron et les politiques qu'il souhaite appliquer ? Eh bien, vous aurez une réponse de conservateur de ma part, évidemment. Comment dirais-je, s'il accomplit plus ou moins le programme de François Fillon, ce sera bien en économie, libéraliser l'économie. Ce n'est pas ce qu'aiment les Français nécessairement, mais on verra bien s'il y a un troisième tour social ou non, on verra bien dans les quelques mois à venir. Christophe Ayat. Vous, en tant que résident britannique en France, vous souhaitez quel statut pour les Britanniques qui vivent en France et pour les Français qui vivent en Grande-Bretagne à l'avenir, après le Brexit ? Parce qu'il y a des inquiétudes quand même. On sait même que les demandes de naturalisation augmentent. Oui, bien sûr. De part et d'autre. J'espère qu'il y aura une reconnaissance du statut. Et d'ailleurs, tout le monde a parlé avec beaucoup comment dirais-je, d'esprit positif de cette idée-là. Encore une fois, c'est une de ces questions qui va être réglée dans les détails. Qui aura ce droit ? Depuis combien de temps, combien de dépendants peuvent prétendre à cette citoyenneté aussi, qui va payer quoi, toutes ces... Vous avez l'impression d'être l'otage personnel d'une négociation ? C'est-à-dire que votre vie va se décider à Bruxelles ? Non. Est-ce qu'il est possible que rien ne change ? Que votre mode de vie, que votre façon de travailler, que rien ne change ? Je peux vous promettre que pour moi-même, rien ne changera. Pour les autres, peut-être, parce qu'il faut dire que déjà, la baisse de la valeur de la livre a un impact sur les retraités en France, les retraités britanniques, dont les revenus sont en livres. Donc c'est l'économie qui va décider. C'est l'économie qui va décider à cet égard-là, oui. Dans les scénarios sur le Brexit, il y en a un qui est que, éventuellement, on n'arrive pas. On n'y arrive pas, ça dure trop longtemps, on dépasse les 2 ans, il finit par y avoir d'autres élections, les opinions tournent, et qu'en fait le Brexit n'ait jamais lieu. Vous pensez que c'est une possibilité ? Comme la guerre de Troie n'aura pas lieu. Elle a fini par avoir lieu, mais... Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y aura quelque chose, parce qu'une décision a été prise par l'électorat. Il faut que cette décision soit respectée d'une manière ou d'une autre. Ce qui est curieux... Les électorats changent. Je veux dire, il y a eu 2% de différence entre non et oui. Enfin, Remain et... 4%. 4, ouais. Et le fait que les jeunes se soient tellement exprimés, ont exprimé un tel dépit face à l'issue de ce scrutin, et qu'aujourd'hui ils soutiennent Corbyn, d'ailleurs. Les jeunes qui aiment bien faire la grasse matinée sont arrivés un peu tard. Mais c'est bien parce qu'en vieillissant, ils vont devenir conservateurs. C'est la règle des choses. Mais en général, je pense... Il y a comme un air... scandinave au Royaume-Uni en ce moment, il y a des gens qui recommencent à parler de la Norvège comme modèle. Et il est possible, même Nigel Farage, qui était l'ancien leader du UKIP, a parlé à la télévision il y a quelques jours en disant je suis déçu, mais je pense que ça risque d'être la Norvège et c'est mieux que ce que nous avons maintenant. Mais Jeremy Stubbs, est-ce qu'il est envisageable qu'un jour, on refasse un référendum ? Un référendum en tant que tel, d'adhésion, ça m'étonnerait. Mais il se peut génération prochaine. Il se peut bien qu'une autre élection joue le rôle de référendum. Ça, c'est bien possible. Si, par exemple, Theresa May, elle s'est engagée sur un Brexit assez dur, si au cours des mois à venir, si elle est toujours là, Si vous semblez en douter. Hein. Si ça va, tout le monde en doute. Et ce serait logique d'en douter et irresponsable de ne pas en douter. Mais s'il s'avère qu'un Brexit plus doux est sur la table, elle sera à peu près contrainte à ce moment de démissionner et d'être remplacée par quelqu'un d'autre qui puisse porter cette nouvelle vision. Et tout ça, c'est la spéculation. C'est mercredi qu'on le saura, avec le discours de la reine. On saura beaucoup plus, mais sur le Brexit, ce ne sera pas définitif. On saura quelque chose demain soir, bien sûr, après la journée de négociation. On aura un peu l'humeur générale, mais pas plus, rien de plus. Eh bien voilà, on va suivre le feuilleton du Brexit. Visiblement, de très nombreux épisodes encore à venir. Absolument. Il faut donc rester à l'écoute de TV5 Monde, de RFI, et naturellement lire le quotidien Le Monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Jeremy Stubbs, je rappelle que vous êtes le président des conservateurs britanniques, que vous êtes enseignant et auteur de nombreux ouvrages. Merci d'avoir été sur le plateau d'International. Excellente suite de programmes sur les différents
médias que je viens de citer. Naturellement, je vous le rappelle, on vote encore une fois, et oui, aujourd'hui en France pour le deuxième tour, c'est le dernier, des élections législatives. Vous serez tous sur la nouvelle chambre. Je n'en dis pas davantage, mais à 20h heure de Paris, vous aurez tous les éléments sur cette dernière élection. Merci de votre fidélité.